Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de la série Présentation des régions du monde. Aujourd'hui, on va parler de la Sibérie, qui est en fait la partie asiatique de la Russie, allant de l'Oural à la côte pacifique. La Sibérie a un climat froid, polaire ou subpolaire selon les régions. Les étés dépassent très rarement les 10 degrés et l'hiver, les températures sont systématiquement négatives. Comme on est relativement loin des océans, sauf dans l'est de la région qui borde le Pacifique, le climat a également des caractéristiques du climat continental, notamment une très forte différence de température entre l'été et l'hiver. En gros, les hivers sont extrêmement froids. Les températures sont généralement dans les moins 40 ou moins 50 degrés, et les étés sont quant à eux entre 0 et 10 degrés. Le climat sibérien est également assez sec. Les précipitations oscillent entre 150 et 500 mm dans le centre et le sud de la région. Il s'agit donc d'une zone aride. Toutefois, ce chiffre double, voire triple quand on se rapproche des côtes pacifiques. Il y tombe presque autant de pluie qu'en France. La saison la plus pluvieuse est l'été. Les hivers sont trop froids pour que l'air puisse contenir de grandes quantités d'humidité nécessaires aux précipitations. Il y tombe donc assez peu de neige en hiver. N'oublions pas que la Sibérie a une très grande superficie, plus grande que le Canada. Donc même si toute la région a plus ou moins ce type de climat, il existe des nuances au sein de la région. Les différences de température entre l'été et l'hiver sont un peu moins fortes près de la côte pacifique. Le climat est plus froid au nord qu'au sud. Il y a donc trois principaux types d'environnements naturels. La toundra tout au nord, près de l'océan Arctique, la taïga au centre et la steppe au sud, près des frontières entre la Russie et ses voisins kazakhs et mongols. Si les noms de ces trois environnements sont des mots venant du russe, cela n'en reste pas moins des environnements différents. La toundra, qu'on observe dans le centre et le nord de la Sibérie et le long du cercle polaire arctique, est une zone de transition entre les zones boisées et le désert polaire. Elle ne compte aucun arbre, mais de nombreuses espèces d'herbacées. Les toundras sont généralement couvertes de neige la majorité de l'année, mais dégèlent l'été, contrairement aux zones les plus froides de la région où le gel peut parfois durer toute l'année. Quant aux taïgas, elles se trouvent plus au sud, là où le climat est assez chaud pour permettre aux arbres de pousser. Ce sont des forêts de conifères, principalement de sapins. Il n'y a pas de feuillus car ils ont besoin d'un climat plus chaud et plus humide que les conifères. Quand on va encore plus au sud, les arbres disparaissent à nouveau, cette fois en raison de l'aridité. Même les herbes ne poussent qu'en touffes éparses. Il s'agit alors de steppe, un type de prairie assez peu végétalisée. Le nord et l'ouest de la Sibérie, c'est très plat. Il s'agit d'une grande plaine séparée de la Russie européenne par l'Oural, qui est un massif de moyenne montagne. En revanche, le sud et l'est de la Sibérie, c'est une zone très montagneuse. On y trouve plusieurs massifs tels que l'Altaï, situé à la frontière mongole et dont les montagnes sont aussi hautes que les Alpes, ainsi que les monts de Verkhoyansk et les monts Tcherski, qui eux ont plutôt une altitude comparable aux Pyrénées. Entre la Sibérie des plaines et la Sibérie montagneuse se trouve le plateau de Sibérie centrale. L'altitude est proche de celle des sommets de montagnes situés plus au sud et à l'est, mais il n'y a pas de relief, c'est plat mais haut. La Sibérie est peu peuplée. La densité moyenne de cette région est de seulement 3 habitants au kilomètre carré, ce qui est extrêmement bas en comparaison au reste du monde. En effet, l'ensemble des zones habitées par des êtres humains, qui correspond à toutes les terres émergées sauf l'Antarctique, a une densité moyenne de 47 habitants au kilomètre carré, bien que la population humaine soit très inégalement répartie. La Sibérie est donc ce qu'on peut appeler un désert humain, tant elle est peu peuplée. Elle doit notamment sa faible densité aux rigueurs de son climat, qui rend très difficile, voire impossible en certains endroits, la pratique de l'agriculture. Cependant, il existe, par-ci par-là, quelques villes importantes dont la population peut, dans de rares cas, dépasser le 1 000 000 d'habitants, entourées de grandes zones inhabitées et très éloignées les unes des autres, ce qui n'est pas sans poser de problèmes d'ordre logistique. La Russie est un pays marqué par des migrations internes. Les populations sibériennes émigrant pour beaucoup vers Moscou ou Saint-Pétersbourg. La Sibérie est donc une terre d'émigration, même si, appartenant intégralement à la Russie, on ne peut pas la remarquer comme telle en ne tenant compte que des migrations internationales. Toutefois, les distances parcourues,
Les différences culturelles et d'autres paramètres de ce genre sont suffisamment importants pour parler de migration, parfois même supérieure à certaines migrations internationales, la Russie étant le plus grand pays du monde. Ces migrations vers la Russie européenne représentent près de 90% des départs, ce qui signifie qu'il n'y a que très peu de migrations vers d'autres régions du monde. Le nombre de migrants, quant à lui, est en constante augmentation. Les migrations de l'oblast d'Irkoutsk, située au sud de la Sibérie, près de la frontière mongole, vers Moscou et Saint-Pétersbourg ont plus que triplé entre 2009 et 2017, et ont encore augmenté depuis. Les causes de ces migrations sont simples. La Sibérie étant très peu peuplée, les emplois et les services y sont quasiment absents, et donc ses habitants partent là où ils peuvent trouver de meilleures conditions de vie. La Russie européenne étant plus riche que la Sibérie. D'ailleurs, ce phénomène touche davantage les campagnes sibériennes que les villes. Les quelques grandes villes qui s'y trouvent, bien que moins attractives que Moscou et Saint-Pétersbourg, reçoivent des habitants venus des zones désertiques alentours. Ainsi, la ville d'Irkoutsk, chef-lieu de l'oblast dont je parlais juste avant, a 600 000 habitants et elle reçoit des habitants d'autres régions de la Sibérie particulièrement peu peuplées, parfois situées relativement loin, bien qu'Irkoutsk soit la ville la plus proche. À l'échelle nationale, la Russie est un pays ayant fini sa transition démographique. Son taux de fécondité est très bas, à 1,4 enfants par femme, ce qui ne suffit pas à assurer le renouvellement des générations. Cependant, contrairement aux autres pays ayant un taux de fécondité si faible, l'espérance de vie n'est pas très élevée. Il est rare de vivre 80 ans, surtout pour les hommes, et ce pour plusieurs raisons, notamment un système de santé déplorable, extrêmement inégalitaire, ainsi qu'un fort taux d'alcoolisme. Si on se focalise uniquement sur la Sibérie, les taux de fécondité sont désormais similaires à ceux observés dans la partie européenne. Cependant, il y a seulement 30 ans, les régions sibériennes avaient un accroissement naturel assez élevé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, les Sibériens ayant rejoint les Russes en termes de natalité, menant la Russie à se dépeupler. De plus, l'espérance de vie est plus élevée en Russie européenne qu'en Sibérie, où elle n'atteint même pas les 60 ans. La mortalité est donc bien plus élevée en Sibérie qu'en Russie européenne, ce qui contribue encore plus au déclin démographique sibérien. En effet, tous ces facteurs font que la population sibérienne est passée de 32 millions à la chute de l'URSS à seulement 29 millions d'habitants aujourd'hui. La Sibérie a beau appartenir à la Russie, qui est généralement considérée comme un pays développé, force est de constater qu'il s'agit d'une région pauvre de ce pays. N'oublions pas que la Russie est l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Les régions pauvres sont donc proportionnellement plus pauvres que les régions d'autres pays. Ainsi, la Touva, située au sud de la Sibérie, est la région la plus pauvre de Russie, avec un taux d'extrême pauvreté de 42%, ce qui est comparable à certains pays d'Amérique centrale ou d'Asie du Sud-Est. Notons que la Touva n'est pas représentative de l'ensemble de la Sibérie. Elle n'en est qu'une petite partie particulièrement pauvre. D'ailleurs, les sols sibériens sont très riches en ressources naturelles, ce qui est la raison pour laquelle la Russie a colonisé la Sibérie. Certaines régions profitent plus que d'autres de la présence de ces ressources. Conventionnellement, la Sibérie est divisée en 3 régions économiques. La Sibérie occidentale, qui est en gris clair sur la carte, la Sibérie orientale en bleu et l'extrême-orient sibérien en jaune. La Sibérie occidentale est particulièrement riche en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Elle a donc une industrie minière très développée. Cette région est donc la plus riche de Sibérie. Bien que plus pauvre que la Russie européenne, cette région est à peu près aussi développée que l'Europe du Sud-Ouest. La Sibérie orientale, qu'on ferait mieux d'appeler Sibérie centrale car elle ne borde pas le Pacifique, est quant à elle plus pauvre. Montagneuse, elle n'a donc pas ce type de ressources naturelles qui sont, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, des ressources qu'on ne trouve que dans les plaines et les plateaux. Les montagnes étant faites d'autres types de roches. C'est là que se trouve la Touva, ainsi que d'autres régions pauvres et peu peuplées. Enfin, l'extrême-orient sibérien, aux abords de l'océan Pacifique, est dans un entre-deux, plus riche que la Sibérie orientale, mais plus pauvre que la Sibérie occidentale. La Russie est l'un des pays les plus inégalitaires du monde.
Cela se ressent en Sibérie encore plus que dans l'ouest du pays. D'autant plus que le colonialisme russe, historique et actuel, dont on va reparler plus tard dans la vidéo, n'est pas sans incidence sur les inégalités sociales. Les Russes ethniques sont encore aujourd'hui le peuple dominant. Quant aux peuples autochtones, ce sont les groupes de population les plus pauvres. Leur évolution économique et sociale, ainsi que leur espérance de vie, se situent bien en deçà de la moyenne nationale. Ces communautés se voient refuser le droit à utiliser leur propre langue et à l'éducation. L'accès aux soins de santé leur est difficile. Ces populations ne bénéficient généralement pas de l'industrialisation et de l'exploitation des mines. Au contraire, quand un gisement est découvert, les autochtones sont bien souvent expulsés, envoyés plus loin pour que les multinationales s'accaparent les ressources. Historiquement, la Sibérie est extrêmement multiculturelle. De nombreux peuples y ont vécu et y vivent encore aujourd'hui, ayant diverses traditions, parlant des langues très variées issues de plusieurs racines linguistiques différentes, dont des langues ouraliennes apparentées aux Finnois et aux Sams, d'autres apparentées à celles que parlent les Inuits d'Alaska et du nord du Canada, d'autres encore parlent des langues turco-mongoles, voire des langues paléo-sibériennes, une autre famille de langues qui n'existe que dans le centre de la Sibérie. Ces peuples n'avaient même pas tous, historiquement, de contact les uns avec les autres, et ce en raison de l'immensité de la Sibérie. Parmi ces peuples se trouvent entre autres les Yakoutes, les Tchouktches, les Koryaks, les Touvins, les Dolganes, les Nénets, etc. Chacun a ses propres traditions, ses propres croyances religieuses, ou du moins était-ce le cas avant la colonisation russe. La plupart de ces peuples élèvent le renne, pour certains depuis des millénaires, bien qu'il existe encore des chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Notons également que certains peuples de l'Extrême-Orient ont historiquement subi des influences culturelles chinoises, coréennes et mongoles. La Russie commence à coloniser la Sibérie en 1582 avec la campagne militaire de Yermak. Bien sûr, la colonisation d'un territoire aussi immense n'a pas pu se faire en un jour. On considère généralement qu'il a fallu attendre l'ère soviétique pour que toute la Sibérie soit réellement colonisée et contrôlée par la Russie. Lorsque les Russes ont colonisé la Sibérie, ils ont russifié les populations locales, c'est-à-dire qu'ils les ont, de gré ou de force, convertis à la culture russe. Le mode de vie des autochtones s'est alors considérablement transformé. À l'instar des Amérindiens lorsque les Européens ont colonisé l'Amérique, les autochtones de Sibérie ont été décimés par des maladies apportées par les Russes telles que la variole. L'État russe les a également forcés à se mettre au commerce, en payant leurs soldats et leurs colons et en exigeant des populations locales qu'elles leur payent des impôts. Ils durent donc vendre leur production alimentaire ou divers services aux colons pour pouvoir payer les impôts au tsar. Cette méthode a déjà fait ses preuves dans les empires antiques et a été utilisée par les colons européens en Afrique et en Polynésie. Enfin, à partir du règne du tsar Pierre le Grand, empereur russe de 1662 à 1725, les peuples européens ont dû abandonner leurs croyances religieuses pour se convertir au christianisme orthodoxe. Si l'Empire russe était plus tolérant du point de vue de la religion avant 1672, certains colons s'étant même convertis au culte chamanique des Yakoutes, l'arrivée au pouvoir de Pierre le Grand marque une nette rupture. Ainsi, ces cultes existent encore, mais sont plus rares qu'autrefois, le christianisme orthodoxe étant devenu majoritaire. Bref, le résultat de tout cela, aujourd'hui, c'est que la culture russe y est dominante, que les autres peuples en ont adopté certains pans et que les inégalités subsistent en faveur des Russes. La plupart des villes sibériennes ont été fondées par des Russes, que ce soit à l'époque des tsars ou à l'ère soviétique. Il n'y a pas de ville antérieure à la colonisation, les peuples autochtones étant à la fois très peu nombreux et de tradition nomade. Les villes n'ont donc pas de centre historique. Elles sont bien plus modernes que ce qu'on peut trouver ailleurs sur le continent eurasien. Les villes fondées par les tsars ont été implantées à proximité immédiate d'une mine ou d'un gisement d'une ressource bien précise. Certaines de ces villes ont encore une mine en activité aujourd'hui et d'autres les ont totalement épuisées. Ce sont donc des villes minières fondées pour s'accaparer les ressources. Sous l'URSS, on continue à créer des villes à proximité des gisements, mais on ne fait plus seulement ça. Des villes nouvelles ont été créées pour un certain type d'industrie,
Quand il y avait besoin de produire tel type de matériaux, on créait une ville nouvelle et on envoyait des gens y travailler. Les villes n'étaient plus forcément à proximité d'une ressource, elles pouvaient être n'importe où, puisqu'il s'agissait non plus de villes minières, mais de villes mono-industrielles. Norilsk, exemple le plus connu, a été fondée par Staline en 1935 pour le travail du nickel. Cette ville, située au bord de l'océan Arctique, n'a ni gare ni autoroute. Elle est reliée au reste de la Russie par de très nombreux avions. Elle a été aménagée selon les plans soviétiques, et donc par l'État qui contrôlait absolument tout. Les logements étaient des immeubles standardisés censés n'avoir aucune ségrégation, et la ville était centrée sur ses usines. De nos jours, ces villes sont très polluées et pas franchement agréables à vivre. Les immeubles soviétiques n'étaient en effet pas faits pour être beaux, mais pour être construits vite. De plus, ces villes sont généralement plus pauvres que celles de la Russie européenne, et n'ont donc pas forcément les moyens d'évoluer ou de devenir plus attractives. Les traces de l'urbanisme soviétique y sont largement plus présentes que dans les autres villes des 15 pays ayant fait partie de l'URSS. Enfin, l'éloignement des villes les unes par rapport aux autres pose des problèmes en termes de logistique. En effet, comment ravitailler en marchandises, en produits de consommation courante, les villes de plus d'1 million d'habitants situées au beau milieu d'une vaste toundra où il n'y a pas un seul être humain dans les 500 km autour de la ville. Il faudrait construire des autoroutes, des lignes ferroviaires à grande vitesse, des aéroports, tout ça pour ne desservir qu'un seul endroit complètement paumé. Ce serait extrêmement coûteux pour une seule ville. Alors oui, il y a quelques projets qui vont dans ce sens, mais largement insuffisants pour de telles villes. Cette faible densité de population et la faible desserte en transport qui va avec sont également un frein à l'attractivité de ces villes, qui vient s'ajouter au climat, à la pauvreté, à l'architecture moche. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu pour améliorer le référencement, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous avez carrément envie de soutenir la chaîne, le lien Tipeee est dans la description.